Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous accueillir une fois de plus chez vous. Notre rendez-vous habituel bimensuel, en ayant en ligne de mire l'horizon 2023 avec le prochain cycle électoral en République démocratique du Congo. Vous avez le panel habituel que vous connaissez maintenant, avec à l'extrême gauche M. Amba de CongoIndépendant.com, le pasteur Bobo Koyamba du micro du pasteur Bobo, M. Landou de Onesha Africa et à la fois l'agence congolaise de presse et moi-même le modérateur Patrick, comme vous le savez. Selon nos habitudes, nous essayons de pérenniser maintenant. Je voulais tout de suite vous demander à chacun d'entre vous quel est le sujet d'actualité de ces 2 dernières semaines, voire au-delà, qui vous aurait marqué et que vous aimeriez épingler aujourd'hui pendant 1 ou 2 minutes avant qu'on entre dans notre débat du jour. Merci beaucoup, Yogo. Comme vous dites, M. Landou, mais c'est M. Cornelis Landou, plutôt. Alors, je voulais plutôt parler de... Vous savez, il y a un problème qui est récurrent chez nous, c'est la prise en charge des problèmes de la population. Et j'ai été très honoré, très content d'apprendre, et j'ai vu des images sur la rénovation. Pas la rénovation, mais la reconstruction de l'hôpital Mama Yemo, qu'on appelle l'hôpital des références de Kinshasa. Un hôpital d'État qui a été construit en 1912 ou 1930, quelque chose de pareil. Déjà que le Congo n'était pas encore sous la colonisation, cet hôpital-là existait pour la population indigène. Et depuis au moins un siècle, cet hôpital-là n'a jamais connu une certaine couche de rafraîchissement. Aujourd'hui, on est en train de reconstruire cet hôpital-là sur 6 niveaux. Les travaux ont commencé. Ils ont commencé par détruire une partie de l'hôpital pour construire les 6 niveaux en question. Les 6 niveaux vont être construits sur un tiers de l'hôpital, pendant que l'hôpital est en train de fonctionner. Dès que les 6 niveaux sont terminés, et ça va être terminé fin décembre 2023. Les 6 niveaux seront déjà prêts. Tous les malades vont passer sur le bâtiment construit avant qu'on puisse terminer l'hôpital. Ça, j'ai été très content parce que c'est une reconstruction suivie d'une modernisation. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup plus retenu, ce qui a retenu mon attention, c'est beaucoup plus l'arrivée des Kabound dans l'opposition. Kabound débarque, on dirait que l'histoire se répète, on dirait l'autre. On a vu Kabound qui était une Katumbi, qui avait quitté le MP pour arriver, pour débarquer dans l'opposition. On a vu aussi Kamere avant Kamere, qui avait débarqué. Et quand ils arrivent, ils viennent directement avec, sans considérer les anciens opposants, sans considérer les autres, ils débarquent avec force pour essayer de prendre le leadership. J'ai vu Kabound, ça m'a fait rigoler quand même, on voit Kabound qui débarque comme ça. Et directement, les projecteurs sont sur lui. C'est comme si c'était lui le leader de l'opposition. Or, les élections, c'est pour bientôt. Les élections, c'est pour 2023. 2023. 17 décembre, normalement. Il débarque, il crée son parti politique. Et quand on lui complique, apparemment, il a essayé de voir Fayulu, de voir, je vois Katumbi ou Kabila. Mais il fallait le faire. Je ne sais pas, c'est quoi la procédure. Ça, je répondrai la question à tout le monde ici. C'est quoi la procédure pour quelqu'un qui débarque dans l'opposition? Il doit faire quoi? Ça passe à tout le monde ou il faut contacter, être reçu par les autres? Ça, je ne sais pas. Mais
l'affaire Kabound, ça intéresse beaucoup de personnes, mais moi, je l'ai appelé le vrai faux opposant. Vrai faux opposant, selon moi, je ne pense pas que Tshisekedi a peur de Kabound, bien qu'au niveau des extrémistes de l'UDPS, il a été attaqué, critiqué, ils ont tiré à boulet rouge sur Kabound, mais moi je ne crois pas que Kabound fait peur à Tshisekedi à une année ou à 6 mois des élections 2023, je crois. Il peut faire l'affaire de Tshisekedi. Et je crois après les élections 2023, il pourra renégocier avec Tshisekedi. Donc, Kabound fait beaucoup plus peur à l'opposition qu'au pouvoir en place. Je vais aborder deux sujets. D'abord, pour ajouter un élément à ce que Pasteur Bobo a épinglé ici, toujours au sujet de Kabound. Et puis, il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui est arrivé aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc, bientôt, il est à Kinshasa. Voilà. J'ai été surpris de voir Maître Sylvain Mutombo, un Tshisekediste devant l'Éternel, organiser une conférence de presse hier. C'était une sorte de déballage contre Kabound, justement. En fait, on présente Kabound en faussaire, qu'il s'appelait en réalité Kabunda Jean-Marc, Kabunda Jean-Marc. Et il s'est présenté à l'UDPS comme le président Tshisekedi cherchait quelqu'un qui n'est pas kassaïen pour occuper les fonctions de secrétaire général. Et il a dit qu'il était round. Il aurait demandé même à maître, je ne sais pas si c'est un avocat, Fabien Moutombe, pour qu'il confirme qu'il serait membre de l'ethnie Round. Donc, voilà, il a montré les cartes d'électeur, son diplôme d'État qu'il a obtenu avec le nom de Kabunda, Jean-Marc, etc. Mais au fond, mon souci, c'est de savoir à partir de quel moment l'UDPS était au courant de toutes ces informations. Est-ce que l'UDPS savait que le secrétaire général, son secrétaire général, était un faussaire et l'UDPS a laissé faire, ou on le découvre maintenant? Parce que c'est quand même curieux. Un faussaire ou il fait usage de faux? Puisque... Non, faussaire parce qu'il a utilisé des faux documents. Il a par exemple 3 dates de naissance. Qu'il aurait lui-même... Il a 3 dates de naissance. Je répète ça de mémoire, sur un, comment on appelle ça encore, la carte d'électeur, il est né en 81, sur un autre document, il est né en 71, et sur un autre encore, il est né en 78. Okay. Non, c'est un faussaire, un pénitent, si j'ose dire. Alors, la question est de savoir, est-ce que l'UDPS le savait et s'est tu? Où l'UDPS découvre tout ça maintenant que Kabound est passé à l'opposition. Donc, c'était juste pour compléter, Pasteur Bobo. Je passe maintenant à l'arrivée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Afrique du Sud. Donc, sa tournée africaine. Hein. Voilà, il a amorcé le 9, en principe, il est chez nous. Et il arrive au moment où il y a vraiment la polémique entre nous et le Rwanda au sujet du rapport que des experts onusiens ont publié. Nous allons en parler. Alors, on va voir quelle sera la position des États-Unis, parce qu'il va continuer jusqu'à Kigali. Et voilà un peu. J'ajouterai simplement que la position de Kinshasa est vraiment attaquée par l'opposition. Et pour une fois, l'opposition argumente très bien. Donc, je m'arrête là. Comme on va aborder le sujet, j'y reviendrai. Les thèmes que nous allons aborder ce dimanche 7 août sont les suivants. La MONUSCO, doit-elle rester? Doit-elle partir? Bunganangana, occupée? Et en troisième lieu,
l'état de droit, son avancement, où en sommes-nous avec tous les différents procédés de certains personnages politiques, etc. Avant d'entamer le premier sujet, je voulais juste rappeler le sujet d'actualité qui m'a touché. Il est plus ou moins, il est africain, mais pas congolais forcément, mais ça nous rejoint quelque part. C'est, je pense, au Mali. Vous avez remarqué qu'il y avait eu des manifestations de certains bonnets bleus qui s'opposent au casque bleu. Et je crois que la mission des Nations Unies, les missions de stabilisation, de paix, etc., posent question en Afrique particulièrement. Pasteur Bourreau, peut-être on peut commencer par vous. Selon vous, la MONUSCO, doit-elle rester, doit-elle partir? Y a-t-il un intérêt à ce qu'elle soit là? Il faut savoir que depuis 1999, la mission des Nations Unies était là sous le nom de MONUC. Ensuite, elle est devenue MONUSCO au début des années 2000, ou si je ne me trompe pas. 1999. Et voilà que nous sommes maintenant avec la MONUSCO, avec autant de représentants des Nations Unies, des représentants du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Alors, 1,2 milliard de dollars par an. C'est pas peu d'argent comme budget pour une pléthore de casques bleus aux alentours de... Avant, je crois, on était à 20 milliers, on est descendu à une dizaine, plus ou moins. 14 000. Donc, voilà. Est-ce qu'on continue avec ces missions? Est-ce que les objectifs qui s'étaient assignés sont atteints, sont en voie d'achèvement? Où en sommes-nous? Depuis la foute de Mobutu a foutu le pays et qu'on croyait que c'était les Congolais qui allaient prendre le pouvoir, c'était l'Est populaire. Moi j'étais en Allemagne le 17 mai 1997. J'étais à Bonn. J'ai vu comment des gens criaient, libérer des grands professeurs d'université dansaient. Et on a tous déchanté jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis très très prudent quand je vois la population réclamer brusquement le départ de la MONUSCO. Ce n'est pas clair. Vous trouvez que c'est brusquement? Oui, c'est brusquement parce que si on fait des analyses ici, il y a un mois, il n'y a pas eu ça. Parce qu'on met tout ce qui était, on n'a pas vu la population réclamer vraiment avec des manifestations il doit partir. Il y a eu quand même des moments où effectivement la population demandait, pas vraiment. Sous l'administration de Kabila, Joseph déjà. J'ai fait de la politique chaque soir. Donc je ne crois pas que ça a été comme maintenant. Et le timing, en politique, le timing joue. On voit Kinshasa aller au Kenya négocier le déploiement d'une force régionale. Cette force va arriver au Kivu. Et que tous les leaders comme le docteur Mukwege disent que c'est une fausse affaire, ça va encore compliquer les choses. Beaucoup de leaders d'opinion, les Loucha, les autres, beaucoup de leaders ou des politiciens, des opposants doutent la présence de cette force. Et brusquement, on demande le départ de la MONUSCO. Oui, c'est une très bonne chose, il doit partir, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut qu'il parte? Oui, mais pas comme la population demande. Je suis d'accord qu'ils n'ont rien fait. Ça fait plus de 15 ans qu'ils sont là. 22 plus ou moins. 22 quoi, les gens meurent toujours. 23 ans. 23 ans. Les gens meurent toujours, ils ne font rien. Là, tout le monde est d'accord. Mais cette pression-là n'est pas claire. Qui va profiter? Qui va en profiter? Et j'aurais bien voulu que la population de Kivu puisse mélanger, pas seulement de Kivu, mais tous les Congolais doivent mélanger et la MONUSCO et cette force-là qui va arriver, que cette force ne vienne pas, la force. Mais si la MONUSCO part, une force va arriver, qui va profiter de ce vide-là? Qui va profiter? Ou la nature, ou la politique a du vide, s'il y a vide. Je crois qu'ils ont peut-être peur. Il y a des forces ils ont peur que la MONUSCO puisse rester là au moment où cette force va arriver. Et je veux vous laisser la parole. Ils font tout pour chasser un témoin gênant
Et quand la force là va arriver, ils vont travailler sans un témoin général. C'est pourquoi tu as vu la MONUSCO aussi, ou l'ONU. Ils ont répliqué sagement avec le rapport des experts de l'ONU où on dit qu'ils ont des preuves que le Rwanda a soutenu et Tosmo, ils ont attaqué Bunanganda et tout. C'est juste, ils ont répliqué qu'ils sont là, ils font comme quelque chose. Il ne faut pas qu'on perde de vue la mission des Nations Unies. Parce que vous dites que les gens meurent et ne font rien. Pour ne pas aller trop loin, la difficulté que la mission des Nations Unies au Congo a, c'est juste qu'ils ne veulent pas déclencher ce qu'on appelle le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui leur permettrait d'ouvrir le feu. Parce que les casques bleus, ce sont des soldats de paix, pas de guerre. Ils ne sont pas là pour faire la guerre. Ceux qui jouent en leur défaveur maintenant, c'est qu'ils ont tué des gens pour se défendre cette fois-ci, parce que la population se manifestait, etc. Mais autrement, ils ont passé, j'allais dire, leur temps à décompter le nombre de morts, d'assister, d'être plus ou moins un tampon entre, les rebelles, etc., et la population. Mais le budget, la durée, je me souviens lorsque la représentante du secrétaire général des Nations Unies, la toute dernière, Bintou Keïta, est arrivée, elle disait que la longévité de cette mission posait problème, certes, mais qu'il revenait aux nations, donc à la République démocratique du Congo en l'occurrence, d'exercer ses pouvoirs régaliens, donc forces armées, pour lutter, défendre la police et répondre aux besoins sociaux, c'est-à-dire ce que l'État devrait faire de manière habituelle. Maintenant, est-ce que la mission des Nations Unies doit remplacer l'État? Non, il est temps qu'elle puisse partir, ça c'est vrai. Mais est-ce que notre État a eu le temps de se mettre en place durant ces 23 années pour pouvoir se défendre contre les ennemis venant de l'extérieur, notamment le Rwanda, puisque, entre nous soit dit, nous le disons tout le temps, avant même que les autorités congolaises le disent, nous avons toujours dit, puisque nous avions, vous et moi, les éléments pour le dire, que c'est bien le Rwanda qui soutenait M23. Tout le monde le savait, mais personne au niveau officiel n'osait le dire. Pour ma part, je suis bien heureux que le gouvernement, la présidence de la République démocratique du Congo et autres ont enfin pris le courage de nommer les choses. Mais ne perdons pas de vue, selon moi, la mission des Nations Unies. Il ne faut pas croire qu'ils sont là pour commencer à faire la guerre, s'attaquer aux rebelles ou s'attaquer au Rwanda et tout ça. Nous sommes dans une situation de co-belligérance, on va dire, puisque finalement le Rwanda soutient des rebelles qui nous attaquent. Je vais vous donner la parole une minute, le temps juste peut-être de répliquer à ce que je veux dire, et puis je passerai la parole. La MONUSCO là, que vous dites là, ils ont tiré sur la population, ils ont tiré les Tanzaniens qui revenaient même des vacances. Ils tirent sur la population comme des oiseaux, ils passent. Et près d'une dizaine de morts. Bon. Mais pire que ça, ils ont violé la souveraineté de notre pays. Exact, ils ont forcé un poste frontière. À coup de fusil. L'intégrité du territoire national a été violée. Ouais. Ouais. Donc il y a beaucoup de conflits d'intérêts, il y a beaucoup de problèmes. La population a raison de demander aussi le départ de la MONUSCO, mais derrière, il faut être très prudent, derrière qui tire les ficelles, c'est un peu ça. J'ai vu le gouvernement demander le départ du porte-parole. Là, je suis d'accord, parce que c'est lui qui dit que le Congo n'a pas de force pour chasser. L'23 est plus fort que l'ONU, plus fort que la MONUSCO, plus fort que le gouvernement. Là, on est d'accord. Mais la seule question que je pourrais poser, peut-être mon frère Cornelis pourrait me répondre ou continuer. Pourquoi Vincent Karega, on ne les touche pas? Des experts de l'ONU ont clairement dit que le Rwanda est dedans. Pourquoi ne pas couper des relations diplomatiques avec le Rwanda? Pourquoi ne pas chasser carrément Karega? Moi, je l'ai dit un jour avant et je vois Foyer m'a suivi, j'ai dit c'est bon. Monsieur Landou, que pensez-vous? Partir ou rester? Yogo, merci pour la parole. Mais en fait, de manière apaisée, nous allons dire que cette MONUSCO est en République démocratique du Congo depuis 1999.
vous avez dit, avec un budget de plus d'1 milliard de dollars par an. 1 milliard 200 millions, plus 1 ou moins. milliard 200 millions. Et avec aujourd'hui 14 000 unités. Mais vous savez, aujourd'hui tout le monde dit, tout le monde est d'avis que cette MONUSCO n'a rien à faire en République démocratique du Congo. Et c'est depuis longtemps que cette situation existe. Aujourd'hui, la population en a tellement eu marre qu'elle a protesté, elle a fait des manifestations, elle a brûlé, ainsi de suite. Mais il faut dire que, nous l'avons dit off the record, qu'il y a une certaine cassure entre le point de vue de la population et le point de vue des politiciens. La population qui vit au Kivu, c'est depuis longtemps, et Kinshasa a les nouvelles, que cette MONUSCO-là a fait plus de mal que de bien. Déjà à l'origine, la MONUSCO a été appelée en, entre guillemets, rescousse en République démocratique du Congo, pas pour aider la RDC à mettre fin au groupe armé, mais la MONUSCO, qui est une force de stabilisation, a été appelée pour observer. La MONUSCO ne peut pas tirer sur les Congolais, ne peut pas tirer sur les groupes armés, malheureusement. Mais nous disons que la population qui vit au Kivu a vu tous les méfaits de cette MONUSCO. Déjà en 2011, nous sommes en 2022, il y a 11 ans, en 2011, il y a 18 plaintes que la MONUSCO diligente. Il y a des plaintes 18 qui sont déposées auprès de la MONUSCO pour viol de filles congolaises, pour reconnaissance des paternités. Il y a eu des enfants qui sont nés, et ainsi de suite. 18 en 2011. Sur 20 000 casques bleus, sur 18 20 000 oui, quand même. C'est oui, beaucoup, oui, mais mais d'accord. relativement. Oui, mais d'accord, un prêtre qui fait un enfant, c'est toute l'église catholique avec 1 million de prêtres qui est touché. Donc, il y a eu 18 plaintes, mais dans les 3 mois qui ont suivi, il y a eu 30 plaintes. Donc, des viols, des filles qui sont nées et des filles qui sont en grossesse. Moins de 18 ans, donc des mineurs. Et puis, il y a eu en 2017 des casques bleus qui sont arrêtés à la frontière entre Goma et Gisenyi avec 1 tonne de cassitérite. Donc, des casques bleus qui sont en train de faire du trafic de matières précieuses. Mais ça, ce n'est que des exemples. Hein. Oui. C'est pratiquement tous les casques bleus qui ont été impliqués. Vous savez, le problème avec ces casques bleus-là, c'est qu'ils viennent des pays sous-développés. Pour la plupart. Sous-développés. Et donc, pour eux, leur présence en République démocratique du Congo est une aubaine pour s'enrichir, pour peut-être faire la richesse de leur famille. Pasteur, vous avez posé une question à la fin là. C'était quoi encore? Bon, j'ai un peu oublié, mais en fait... pourquoi on ne chasse pas Caribou? Le problème qui est là... Oui, le problème qui est là, c'est que dans mon raisonnement, j'ai commencé à dire qu'il y avait une cassure entre les politiciens congolais et la population. La population s'est insurgée contre la MONUSCO parce qu'elle a bel et bien raison. Parce qu'il y a des éléments objectifs que Kinshasa connaît. Des éléments objectifs, par exemple, nous avons dit le viol des mineurs, il y a le trafic de matières précieuses, mais pire encore, ces mêmes éléments de la MONUSCO sont soupçonnés d'alimenter les groupes armés en armes et munitions. C'est un soupçon qui vient de manière persistante. Et donc, Kinshasa est au courant de tous les éléments. Et Kinshasa, aujourd'hui, ce qui est curieux, moi, ça m'étonne beaucoup. Je suis journaliste depuis un bout de temps, depuis plus longtemps que notre ministre de l'Information, de la Communication, Mouyaya Patrick Mouyaya, qui convoque les journalistes et qui dit aux journalistes, écoutez, l'ONU reconnaît que
le Rwanda est derrière le M23. Le ministre de l'Information, qui s'est réveillé un jour chez lui, il invite les journalistes, il leur donne une information qui n'est pas une information, parce que les journalistes savent depuis des dizaines d'années que le Rwanda est derrière le M23. Ils ont des devoirs de réserve. Le ministre qui vient donner une information qui n'est pas une information aux journalistes, que l'ONU reconnaît que le Rwanda est derrière le M23. Mais ça, ce n'est pas une information. Moi, en tant que ministre de l'Information, je serais resté dormir chez moi. Le ministre doit dire aux journalistes ceci. Et ça, c'est le devoir d'un homme d'État, qui est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il doit donner l'information aux journalistes, leur dire que l'ONU reconnaît ce que nous savons tous, et donc le gouvernement congolais prend ceci comme décision. C'est ça. Bon, peut-être la phraséologie est différente, mais le sens est le même. Non, la phraséologie... C'est-à-dire que le gouvernement a finalement reconnu publiquement ce que tout le monde savait en privé, que le Rwanda était derrière le M23, mais le porte-parole ne s'est pas réveillé. Non, Yogo. Ça pour le dire. Restons non, Yogo. pour toi. Non, Yogo, le gouvernement ne reconnaît pas... Il y a une gradation. Non. Ils sont en train de monter en puissance. Mais non, Yogo, le gouvernement a reconnu bien avant que le Rwanda est derrière le M23. Là, la conférence de presse consistait à dire aux journalistes, l'ONU reconnaît ce que nous savons. Mais dans l'entretemps, je me pose la question, c'est là, à ce niveau où je suis, et je réponds à Pasteur Bobo, je me pose la question de savoir pourquoi Kinshasa a peur de prendre une décision. Qui serait? Mais le Rwanda est derrière le M23, qu'est-ce que nous, Kinshasa, nous faisons? Moi, à la place du gouvernement congolais, si j'étais ministre, si j'étais conseiller des ministres, la première décision est toute simple. Nous avons notre ami Amba qui a été diplomate, il pourra nous le dire. La première décision est simple, c'est de geler les relations diplomatiques. Ça, c'est le minimum auquel le Congolais s'attend. Geler les relations diplomatiques, je m'arrête là. C'est votre point de vue, et c'est ça qui est très intéressant ici, puisque nous pouvons exprimer nos points de vue, nos argumentations, et les mettre en confrontation, pour au final trouver des pistes de solutions. Et je crois que très souvent ici, nous avons été légèrement en avance sur le gouvernement, sur beaucoup de choses. Alors, monsieur Amba, je vais peut-être vous laisser l'occasion de donner aussi votre opinion par rapport à la présence de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, 23 ans déjà. Doit-elle rester? Doit-elle partir? Faut-il geler les relations diplomatiques? Y a-t-il des gens derrière tout ça qui poussent les populations à se rebeller pour enfin, protester contre la mission des Nations Unies pour qu'elle parte, pour favoriser l'une ou l'autre chose? Peut-être les faits. Non, moi je crois que je vais peut-être décevoir beaucoup de gens. La MONUSCO est un mal nécessaire. Dans le contexte actuel, surtout à la veille des élections, la MONUSCO est un mal nécessaire pour une raison simple. Nous n'avons pas encore une logistique digne de ce nom pour aller dans les fins fonds du pays, pour déposer les bulletins, déposer tout un tas de matériels électoraux. Et d'ailleurs, en 2006, en 2011, et même en 2018, c'est la MONUSCO, avec ses hélicoptères, qui a participé au dispatching de matériels électoraux. Sans vouloir vous interrompre, donc votre point de vue, c'est que au niveau électoral, leur présence est nécessaire et ça couvre alors tout le reste, leur mission de... Je ne dis pas que la présence de la MONUSCO va empêcher la fraude ou les irrégularités, parce que la MONUSCO était là en 2006. Kabila avait perdu l'élection au premier tour, selon un document confidentiel de l'abbé Malou Malou. Kabila avait obtenu 27% au premier tour, Jean-Pierre Bemba 52%. Et pourtant, Kabila était, disons, la communauté internationale a imposé un second tour. La communauté internationale, donc les Nations Unies? Les Nations Unies, le Comité international d'accompagnement de la transition, ont imposé un second tour où Kabila, soi-disant, a obtenu 52% et puis Jean-Pierre 48%. Donc pour dire que
ceux qui croient que la MONUSCO, comme Pasteur Bobo l'a dit d'ailleurs, on cherche à le faire partir pour qu'il ne soit pas un témoin gênant aux élections. Moi, je relativise ça. Parce qu'on a vu en 2006, Kabila a triché. En 2011, il a triché. Et puis, en 2018, ici. Témoin gênant pas aux élections. Témoin gênant, c'est beaucoup plus par rapport quand les autres forces vont arriver. La force régionale. Là, ils vont faire des dégâts, c'est sûr. Bon, il faut dire aussi... Qui va les... donc, si la MONUSCO, là, ça serait danger pour eux. Ils préfèrent que la MONUSCO parte, comme ça les terrains soient vides, ils arrivent... Ils font ce qu'ils veulent. Continuez peut-être sur votre lancée pour ne pas... Nous devons quand même attendre, parce que les élections au Kenya vont peut-être nous donner un nouvel élément au sujet de cette force. Parce que c'est le Kenya qui est un peu le porte-étendard, si on peut dire, ou le coordonnateur de cette force. On va voir qui va gagner. Est-ce que c'est Odinga ou Ruto, l'actuel vice-président. Alors, moi, je disais que la MONUSCO est mal nécessaire parce que lorsque le gouvernement de transition a été formé, il fallait une sorte de force tampon entre les différents protagonistes. Et la MONUSCO a joué quand même un rôle dans l'unification du pays. Il a joué un rôle, dans une certaine mesure, dans la pacification du pays. Et on reproche à la MONUSCO, Patrick l'a dit, de ne pas utiliser la force pour imposer la paix. Et Patrick a raison de souligner que ça, ce sont des missions régaliennes de l'État. Mais ce que nous oublions, c'est que quand l'AFDL a pris le pouvoir, le 17 mai 1997, l'acte premier a été quoi? L'élimination du résidu de forces armées zaïroises. Les 42 à 43 000 militaires ont été envoyés à Kitona. C'est quasiment la seule personne qui rappelle encore cet événement. Non, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire que, et d'ailleurs jusque maintenant, c'est ça l'objectif poursuivi par le Rwanda et l'Ouganda. Leur objectif, c'est quoi? Installer à Kinshasa ce qu'ils appellent un régime ami. C'est-à-dire un régime qui ne menace pas la sécurité de l'Ouganda et du Rwanda. Contrairement à Mobutu qui menaçait leur sécurité. Donc, installer un régime ami. Et 2, empêcher le Congo de reconstituer une armée forte. Et nous l'avons vu avec Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, ce que Félix gère comme armée, ce n'est pas une armée. C'est une sorte de, comment dire, un bric-à-broc. Vous avez des gens issus de CNDP qui sont basés essentiellement dans les deux Kivu et dans l'Ituri. Eux, ils n'ont pas accepté à être affectés ailleurs, à l'ouest par exemple. Donc il n'y a pas d'armée nationale digne de ce nom. Donc dire que c'est le gouvernement congolais qui devait tout faire pour rétablir, enfin chasser le M23 à Bunagana, c'est tout à fait normal, mais c'est un vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Nous n'avons pas les moyens. Dans le contexte actuel, nous avons besoin de la MONUSCO jusqu'à ce que les élections se déroulent, ne fût-ce que comme une force tampon, pour que personne... Par exemple, parce que déjà, il y avait un plan de rapatriement, de retraite progressif qui prenait fin en 2024. Mais pourquoi ne pas appliquer ce plan? Donc nous sommes tous d'accord sur l'idée, en tout cas vous êtes tous d'accord que la MONUSCO, il est temps qu'elle puisse partir à des degrés divers au niveau de la temporalité. Partir, mais pas être remplacé par la force de l'Est. Par des forces régionales, selon le pasteur. Je voulais ici vous citer la locution devant l'État de la Nation, sur l'État de la Nation prononcée par Joseph Kabila le 15 décembre 2012. Là, le M23 venait de naître depuis 6 mois. Joseph Kabila. Le 23 mars, donc. Non, le 23 mars, là, c'est la référence à un accord signé avec le CNDP, pas avec le M23. 23 mars 2009.
Kabila a dit, tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. Donc, en 2012, Kabila avait reconnu, Le gouvernement congolais voilà, le disait déjà. que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Et puis, à propos de la MONUSCO, Kabila dit ceci. En ce qui concerne la MONUSCO, en dépit de certaines réalisations communes indiscutables, telles que la réunification du pays depuis 2003 et l'accompagnement dans le processus démocratique en cours de notre pays, force est de constater que la crise actuelle a donné la preuve une fois de plus des limites de l'approche de son action dans notre pays. Donc en 2012 déjà, Joseph Kabila avait reconnu, disons, il n'était pas satisfait de l'apport. Peut-être qu'on attend trop de la MONUSCO. 2012, ça fait 10 ans. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Hein. Ouais. Le président rwandais Paul Kagame disait aussi qu'il a tout. Non, lui, c'était... Permettez-moi quand même de le citer, Oui. quoi qu'on pense de lui. C'est pas son pays. C'était avec des arrière-pensées. Quoi qu'on C'est pense, pas son de lui, Ouais. il a effectivement aussi reconnu que les résultats, Oui, mais là, Oui. en rapport aux missions Il que parle se de la fixait, minoire. Tu parles de la minoire, pas de la Ça- MONUSCO. là, on donne raison à Pasteur Bobo. C'est un témoin gênant. Pour le Rwanda, la MONUSCO, c'est un témoin gênant. Ouais. dans l'ordre des choses qu'on avait préparées pour cette entrevue d'aujourd'hui, on s'était dit que la question du territoire de Bunagana était très intéressante parce que le 8 juin, 13 juin. 14 ou 13 juin déjà, c'est le M23, ce groupe rebelle, Oui, qui contrôle ce territoire qui est à la frontière avec l'Ouganda, je tout pense. à fait. et Un poste important, douanier. Et donc, une fois de plus, nous voyons que la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, ses forces armées n'arrivent pas à protéger ses frontières, l'intégrité de son territoire, et des rebelles sévissent, contrôlent, administrent le territoire sans qu'on puisse rien y faire. On entend souvent ici dans la diaspora des gens qui aiment répéter que le Congo est occupé. Là, c'est indiscutable. Bunagana est occupé. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce à dire, M. Cornelis Nam? Oui, merci beaucoup pour la parole. Mais je crois que ce n'est pas une situation nouvelle. Le Congo est occupé depuis très longtemps. Et d'ailleurs, on parlait ici du Rwanda qui est derrière le M23. Mais non, le Rwanda n'est pas derrière seulement le M23. Le Rwanda est derrière toutes les violences qui se passent à l'Est. Quand en 1997, l'AFDEL arrive, l'AFDEL, ce n'est pas l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, non. C'est le Rwanda qui avait essayé en 1996 d'attaquer le camp de l'Est, qui ont estimé que les forces armées zaïroises n'étaient pas assez fortes, qui a continué son action. Et le Rwanda accompagne un groupe de Congolais qui n'avaient plus rien à faire à l'Est, qui chômaient. Il y en a qui étaient en Tanzanie, il y en a qui chômaient je ne sais pas où. Et le Rwanda rassemble, avec l'Ouganda, un groupe de Congolais et arrive. Évidemment, il y aura beaucoup d'étapes. L'AFDEL est derrière le Rwanda. Le Rwanda est derrière l'AFDEL. Comment? Le Rwanda est derrière l'AFDEL. D'ailleurs, la preuve la plus éclatante, ils vont tuer tous les intellectuels à Bukavu, Monseigneur Munzirwa, et moi-même, j'ai même un collègue qui a été directeur provincial de CEP Zaïre en ce moment-là, qui a été tué, qui n'a rien fait. Simplement, ils ont pris tous les... Donc, en fait, bref, le Rwanda est derrière tous ces mouvements néfastes, tous ces criminels qui sont à l'Est. Je vais peut-être aller plus loin alors. Est-ce que le Rwanda veut conquérir ou occuper la partie est de la République démocratique du Congo? Parlons sans tabou. Non, je crois que les amis pourront répondre à cette question-là. Je voudrais continuer sur mon raisonnement à moi. Est-ce que le Rwanda voudrait occuper cette partie-là? Mais il y a eu beaucoup de discours dans ce sens-là. Il y a beaucoup de discours. Il y a même eu
le pasteur Bizimungu qui en a parlé, qui a dit que c'était une des résolutions du pouvoir de Kigali, qu'une partie du Zaïre ou du Congo actuel revenait de droit au Rwanda. Mais je n'entre pas dans ce débat-là. Je voudrais dire simplement que le Rwanda a toujours été derrière tous ces mouvements de l'Est. Mais dans quel but? C'est ça le problème. Parce qu'il faut dire que le Rwanda est un petit territoire et avec l'arrivée des Tutsis en 1994, le Rwanda est peut-être devenu trop petit. Eux-mêmes, ils le disent, trop petit pour tous les Rwandais. Mais il y a les Hutus qui sont partis. Oui, et donc il faut des terres parce que les Hutus sont partis, mais ce n'est pas assez suffisant parce qu'il y a des Hutus qui sont restés et le territoire est toujours aussi petit. Et puis, il y a aussi l'hégémonie. Les Tutsis qui arrivent ont besoin d'une certaine richesse, ont besoin d'un territoire riche, et donc il faut lorgner ailleurs. Donc il y a plusieurs raisons, les amis pourront revenir dessus. Mais il faut dire que le Rwanda a toujours été derrière ces mouvements. Et le Kinshasa, ce qui m'étonne, c'est que Kinshasa est au courant de ça. Et Kinshasa montre les dents à Kigali à chaque fois qu'il ne faut pas. Moi, je me pose toujours la question quelque part là-bas. Et puis, j'ai même des réponses assez radicales que je ne voudrais peut-être pas exposer ici. Mais ce qui m'étonne, c'est que chaque fois que Kinshasa peut prendre une décision, Kinshasa ne le fait pas. Et chaque fois que Kinshasa doit aller embrasser Kigali, alors que toute la population voudrait que Kinshasa chasse Kigali, Kinshasa est toujours allé embrasser Kigali. Et donc, quelque part, moi, faisant partie de la population, puisque je suis de la société civile, je me suis toujours étonné du seul fait que Kinshasa n'a jamais fait le pas qu'il faut envers Kigali. Kigali n'est pas le Rwanda n'est pas un pays frère. Tout le monde le sait. Je crois que votre opinion était très claire à ce sujet. Pasteur Bobo, que pensez-vous? Ghana, je me trompe toujours sur le territoire occupé par le M23. J'ai rajouté un petit élément dans la question en disant, est-ce que le Rwanda a un souci, puisque le M23 est soutenu par le Rwanda, le rapport onusien le confirme, nous le savions, le gouvernement congolais le reconnaît aussi à son tour et insiste. Est-ce qu'ils ont besoin nécessairement d'avoir une partie du territoire congolais? Au début, Kigali voulait prendre l'Est du Congo. Au début, 96-95, avec Kampala. Mais quand ils ont progressé facilement, ils ont compris que les Congos, c'est leur marché. Les Congolais n'ont pas l'esprit, vraiment l'esprit. Maintenant, ils ont changé d'ambition. Ils veulent, c'est plus l'Est. Ils veulent contrôler les Congos. Pour vous, c'est carrément, l'ambition est claire? Pour moi, ça se voit, ils veulent contrôler les Congos. Ils veulent contrôler. Quand presque la majorité de la classe politique est passée par Kigali, on passe par Kigali pour être bien, on passe par Kigali. Donc, le Rwanda, c'est vraiment contrôler l'ex-Zaïre. C'est plus le Kivu, c'est l'ex-Zaïre. Merci, Pasteur. Quand on voit des nombres d'officiers rwandais qui sont au Congo jusqu'à aujourd'hui, c'est avec le mixage, c'est vraiment beaucoup. Donc, il faut que les Congolais puissent comprendre que le Congo c'est plus profond. Je crois avec la complicité de la communauté internationale. On a vu Kampala était en conflit avec Kigali. Ils ont dit qu'ils sont en conflit. On voit Kinshasa aller négocier à Luanda. Tshisekedi est parti à Luanda avec Joao Lourenço pour aider les deux présidents. C'est ça. Aider les présidents à se réconcilier. Et ils se réconcilient contre nous. Directement, Kampala laisse le passage à Kigali pour prendre Boulanga. Je crois que le moment est venu peut-être de... Et un sursaut national Kinshasa ne pipe mot. Ou patriotique. Ça passe.
Moi, je demanderais aux autorités congolaises de prendre d'abord le courage de geler les relations diplomatiques. Ils ont bloqué l'avion Rwanda. Ça, c'est bon, c'est très bon. Ils peuvent continuer. Pourquoi hésiter? Si vous avez le courage de chasser le porte-parole de la MONUSCO, bien rester en retard, c'est très bon. Un gars qui arrive au Congo, qui disent que les 23 est plus fort, on les chasse, ça c'est bon. Commencer aussi à... c'est rien. Et puis, comme Adi Boudou Baouchi dans l'émission, avec la géopolitique, tout change. Là, tout change. En fait, on le dit ici, Pascal Bobo le dit, qu'est-ce que nous attendons? Mais on a vu une tripartite à Luanda dernièrement, chez Lorenzo. Kinshasa est parti, le Rwanda, ils se sont concertés autour du problème de l'Est, parce qu'il était reconnu, Kinshasa avait reconnu, il l'avait proclamé pour une fois, que c'est le Rwanda qui était derrière le M23. Et donc Luanda voulait faire la conciliation entre Kinshasa et Kigali pour que le Rwanda se retire. Mais, pour que le Rwanda se retire. Pour qu'il y ait des escalades. Pour qu'il y ait des escalades. Qu'il y ait des escalades. Des escalades, merci beaucoup. Mais quand vous lisez le communiqué final du sommet de Luanda, vous êtes déçus quand vous êtes congolais. On dit dans le communiqué, signé par la République démocratique du Congo, par le président de la République, hein, pas le ministre des Affaires étrangères. Le président de la République démocratique du Congo signe que le M23 doit abandonner les positions occupées. Mais que votre président signe une déclaration comme ça, quand vous êtes congolais, vous tombez par terre. Parce que le M23, qui est un groupe terroriste, doit se retirer des positions pour rester en République démocratique du Congo. C'est ce que le président signe. Malheureux. Je me souviens, on avait eu un entretien avec le pasteur Bobo et M. Amba à ce sujet, où d'ailleurs M. Amba m'avait fort taquiné sur la question de l'état d'urgence, etc. Mais je crois que le moment est certainement venu pour monter de niveau. La gradation au niveau diplomatique, malheureusement au niveau de la force militaire, on ne l'a pas, puisque nous n'avons pas de forces armées dignes de ce nom. Mais je vais quand même revenir sur cette question de ce territoire qui est occupé, administré par des rebelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, nous allons entrer dans notre troisième sujet. Je vous laisse la parole. Vous savez que nous savons tous, l'État a pour mission d'assurer la défense des frontières, assurer la protection de la population, bref, l'intégrité du territoire. Par ses forces armées. Par ses forces armées. La police, c'est le maintien de l'ordre, tout ça. Pour le moment, Bunagana envoie un très mauvais signal que nous avons un État qui n'est pas capable d'assumer ses missions originelles. Ça fait au total, si on compte bien, 37 jours que Bunagana échappe à l'autorité des dirigeants congolais. C'est très mauvais. Et puis le discours, tout le monde a souligné ici, le verbe utilisé par le ministre notamment de la communication, que le M23 doit abandonner, doit se retirer des territoires, mais c'est de la folie. La diplomatie ne vaut quelque chose que si elle est appuyée par la force. Ça, c'est essentiel. D'ailleurs, on compare souvent les relations internationales comme la jungle. Les plus forts bouffent les plus faibles. Donc, si vous ne vous défendez pas, eh ben, on marche sur vous. Et c'est là où j'aborde l'autre question, si le Rwanda a voulu occuper l'Est. Voilà. Lorsque la guerre a commencé, fin octobre 1996, la guerre de la FDL, Oui. à force de conquérir ville après ville, je crois que Kagame et Museveni étaient convaincus qu'ils allaient faire une sorte d'OPA sur l'Est.
Mais ils se sont vite rendus compte, et c'est là qu'on le veuille ou pas, on peut reconnaître ça au président Mobutu, il a laissé quand même une forte identité nationale. Et les gens, d'ailleurs, Laurent Désiré Kabila est devenu très impopulaire lorsque les gens ont compris que ce qu'ils croyaient être une révolution congolaise, c'était au fond une action des Rwandais. Oui, Moi, j'ai un grand frère, si je peux l'appeler ainsi, colonel médecin Mayolo, qui a étudié avec Laurent Désiré Kabila à Belgrade, en Yougoslavie. Quand il a appris qu'il était le porte-parole de l'AFDL, il est allé pour le voir. Mais il devait passer par Kigali pour aller à Goma. Et à Kigali, vous ne pouvez pas deviner qui l'a interrogé. Qui donc? Feu Patrick Karegeya, l'ancien patron de contre-espionnage qui a été assassiné en Afrique du Sud en janvier 2014. Le Rwandais. Le Rwandais. Mayolo, c'est un Congolais, province orientale. Le Rwandais lui demandait, vous voulez aller à Goma pour faire quoi? Et il lui a expliqué, non, je connais Laurent Kabila, on a étudié à Belgrade, lui il était à l'agence Tanyung des Yougoslaves, moi j'étais étudiant en médecine, etc. Et puis, on l'a embarqué dans un avion, voilà comment il est allé à Goma. Il dit, dès que je suis arrivé à Goma, j'ai compris que ce n'était pas une affaire des Congolais. Parce que nous avons tort de dire toujours, Laurent Désiré Kabila a appelé les Rwandais. Mais non, c'est les Rwandais, les Ougandais qui ont créé l'AFDL. Et il leur fallait une vitrine congolaise. Ils ont pris dans un premier temps Feu Kissa Sengandou. Oui. Bon, il n'était pas assez charismatique. D'autres disent qu'il était trop nationaliste, il était contre le pillage de nos ressources. Et avec Laurent Désiré Kabila, à un moment, ils se sont disputés la présidence de l'AFDL. Et puis, ils ont fait appel à Laurent Désiré Kabila. C'est Museveni encore, il le dit d'ailleurs dans un documentaire. Tout à fait. L'Afrique en morceaux. Il se cache de rien. Il dit celui qui a introduit Kabila chez Kagame. Donc, c'est pour dire que... Les quatre ne se connaissaient pas. Non, non. Kagame, tout ça, c'est... Non, non, ils ne se connaissaient pas. L'autre, là, c'est qui est... Massassou. Ils ne se connaissaient pas, c'est les Rwandais qui les ont mis ensemble. Oui, mais ne perdons pas de vue. Le Rwanda a occupé l'est de notre pays de 1998 à 2005. C'est-à-dire, malgré que le gouvernement de transition était installé en 2003, le Rwanda continuait à piller. Ils avaient créé ce qu'ils appellent Desk Congo à la présidence de la République, qui gérait les ressources générées par le pillage. Desk Congo au Rwanda. Au Rwanda. Patrick Mazimaka, qui est mort d'ailleurs, c'est lui qui gérait ça comme ministre conseiller à la présidence, tout ça. Donc c'est pour dire que Kagame avait effectivement l'intention d'occuper cette partie-là, les deux Kivu, et une partie de l'Ituri peut-être laissée à l'Ouganda, mais il a trouvé quand même une forte identité nationale, un certain nationalisme quand même. Ah oui. Qui ne l'a pas permis de le faire. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur Arma, merci. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous venez de dire en parlant de l'identité. C'est très très intéressant. Tout ce qu'on dit est très intéressant de toutes les façons. Mais quand on regarde les péripéties, les pérégrinations des rebelles Tutsis de l'époque, cette question d'identité. Étant Tutsis, ils ont essayé de se mêler aux Ougandais, ils ont occupé des fonctions de haute responsabilité. Ça a passé pendant quelques moments. Ils ont essayé de tenter cela chez nous. Tout de suite, on a senti une différence, parce que nous avons effectivement notre identité qui ne peut pas se mêler aussi facilement avec une autre identité. Juste pour signaler que tous ceux qu'on dit toujours, les Banyamulenge, des Tutsis congolais, cette question d'identité est un élément qui démontre plus ou moins le contraire, qu'il n'y a pas cette identité, cette équation entre cette ethnie-là et les ethnies qui vivent sur notre territoire. La question du Rwanda et du Congo, je crois qu'on va beaucoup en parler très bientôt. C'est indiscutable et c'est inexorable. Il va se passer quelque chose, je l'espère, en tout cas en notre faveur. Vous me permettez? Je vais peut-être jeter de fleurs à Pasteur Bobo. Allez-y donc.
J'ai suivi une intervention de M. Kwebe Kimpele, je crois que c'est avec Pasteur Bobo, là où il dit que les Tutsis n'ont pas de terre chez nous. Je crois que c'est chez vous. Hein. Vous savez, quand vous prenez la carte du Congo, la carte ethnographique. Oui, ethnographique. Vous verrez que chaque tribu est identifiée, est localisée quelque part. Ah, par un territoire. Absolument. Et si vous regardez l'Est, les deux Kivu, ben vous trouvez les Bafouero, vous trouvez les Bashi, vous trouvez les Bembe, vous trouvez les Nyanga, vous trouvez les Houndé, vous trouvez nulle part où on a mis Banyamulenge, ou même pas Tutsi. C'est-à-dire ils n'ont pas de terre. Pour une fois, je donne raison à Kwebe Kimpele. Les années Mobutu se sont achevées par le souci de la population de passer à la démocratisation, à ce que la politisation des fonctions soit abandonnée et qu'on puisse commencer à gérer par élection, entre guillemets, les affaires publiques. Voilà que nous sommes dans un état dit de droit, où la loi devrait être au-dessus de tous, la même pour tous. On représente souvent la justice par cette belle dame qui est aveugle et qui tient une balance d'une main et un glaive de l'autre, pour dire que la justice doit être aveugle, ne pas distinguer sur l'apparence et être équitable, d'où les deux balances. Pensez-vous, mes chers amis, mes chers frères, que nous sommes maintenant, en 2022, bien avancés dans cet état de droit, où la loi est impersonnelle, générale et porte sur l'avenir, pas de privilèges et des choses comme ça. Je crois, si on compare les périodes, hein, la transition de Mobutu, c'est, je dirais, la meilleure période. C'est là où on avait vraiment évolué, le pays avait vraiment évolué. Aujourd'hui, on a reculé. Mais comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il faut le reconnaître, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Au début, il avait laissé jouer les jeux. Il a laissé jouer les jeux. Donc en 2019. Oui, mais malheureusement, on abuse, nous, Congolais, on abuse toujours. On a vu des gens passer à la télévision, injurier les présidents, c'est comme s'ils vivaient en Europe. Tu vois, à Kinshasa, quand je prends un gars comme Magie de... Henri Magie. Oui. Il passe à la télévision, dénigrer les présidents et les veaux, vraiment. Bon, on n'était pas les seuls. Il y avait beaucoup qui passaient à la télévision, dénigrer des... Mais est-ce que Mobutu déjà n'avait pas laissé la porte ouverte à cette situation? Mobutu avait vraiment laissé, peut-être lui, c'était... Il a dirigé, tu vois, 32 ans, dans sa transition de 7 ans, Mobutu avait laissé... Il a administré 25 ans, il a été critiqué, il avait laissé. Mais, tu sais qu'au début, il avait promis. Il a promis, mais quand on lui a fait président, il a lu sûrement Machiavel, où on dit qu'il faut être craint être aimé. Il a commencé à arrêter les gens, donc on l'a retrouvé par rapport au droit de l'homme, arrestation. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Avec l'espoir, lui, quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit les prisons, là, il n'y aura plus d'arrestation, il n'y aura plus. Maintenant, on arrête, c'est vraiment la répression, c'est l'État voyou, l'État policier. Donc, si tu laisses les gens te critiquer comme ça, tu risques de... ça va s'amplifier. Tu auras beaucoup de... Bon, je ne sais pas si tu tu auras beaucoup de gens qui injurient. Il faut coincer un peu. Donc, moi, je pourrais lui demander de relâcher, de laisser la démocratie faire son jeu. C'est un jeu démocratique. Laisser le pays, ça sera plus facile. Si vous allez arrêter comme des personnes. Chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir qui arrive, avant d'arriver au pouvoir, ils ont toujours cette même volonté de bien faire. Mobutu partant, ceux qui arrivent disent on va faire mieux, et puis celui qui est là fait pire. Quelqu'un d'autre arrive et dit je vais faire mieux que l'autre et on fait pire. Monsieur Arma, que pensez-vous de l'état de droit? Où en sommes-nous en République démocratique du Congo, à votre avis? Bon, moi, j'ai tendance à dire il n'y a pas d'état de droit par génération spontanée.
c'est un processus. C'est tout un travail au niveau mental, au niveau des structures de l'État, pour qu'on ait une justice forte. Mais il y a un élément que j'ajoute ici. Moi, je crois que nous avons une mauvaise conception de la démocratie. Quand je vois, surtout dans les milieux de la presse, je crois que nous sommes incapables, nous journalistes, et même les militants politiques, à faire la distinction entre la critique et le dénigrement. Pasteur Bobo a parlé de dénigrer, le verbe dénigrer ici. Et je suis d'accord avec lui. Parce que les gens croient, on reproche aux gens de critiquer. Critiquer suppose qu'on émet un jugement avec des arguments pour démontrer ce qui est positif, ce qui est négatif. Mais dénigrer, c'est nuire à l'honneur, à l'honorabilité de quelqu'un. De la malveillance. Mais de la malveillance. Et le drame chez nous, on prend le dénigrement pour de la critique. Ce n'est pas de la critique. C'est une mauvaise démocratie. C'est une mauvaise conception de la démocratie. Je ne suis pas en train de dire que j'applaudis l'État policier. Non. Mais... Vous considérez que nous sommes dans un État policier? Non, pas du tout. Non. Quand on voit les prêtres qui étaient attaqués dans les églises par les sbires de Kabila, Félix, d'ailleurs, je ne le souhaite pas. Je n'ai pas souvenance d'un cas où on peut dire que c'est Félix qui a donné l'ordre pour qu'on tue quelqu'un. Ou les services de renseignement ont tué quelqu'un. Est-ce que l'État de droit ne serait pas justement de poursuivre en justice M. Kabila, puisque vous le citez sans étant auteur moral des assassinats dans les églises? Oui, mais nous avons la fameuse loi portant statut des anciens chefs d'État. Il faut lire ça. On lui a donné une super protection. Il semblerait, selon Moutinga, il fallait lui donner tout ça pour qu'il accepte de partir. Tôt ou tard, il faudra peut-être modifier ça. Je dirais comme Pasteur Bobo, évidemment mon ami Yamba a eu peur d'arriver à ce niveau-là. Je crois qu'il y a eu une régression malheureuse. Une grave régression. Le pasteur Bobo l'a dit, il l'a reconnu. Vous permettez que j'ajoute 2 éléments, rapidement. En fait, il y a quelques faits spectaculaires. L'arrestation de François Béat, l'ancien conseiller spécial du chef d'État en matière de sécurité, il a passé près de 60 jours de garde à vue à la NER, alors que la loi impose 48 heures. Et puis, il doit être visité par sa famille, par son médecin ou son avocat. Ça n'a pas été respecté. Récemment, l'arrestation du jeune homme là, Jimmy Kitenge. Il a passé pratiquement 10 jours à la NER. Maintenant, il vient enfin d'être transféré chez un magistrat du ministère public. Évidemment, le cas Kitenge est assez complexe. Quand Félix Tshisekedi arrive en 2019, il a laissé une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de manœuvre, de manifestation, et ainsi de suite. Mais vous savez, l'état de droit a ses principes. Et l'un des socles de l'état de droit, c'est la liberté d'expression. On ne le dira jamais assez. Vous savez, la Constitution a placé des balises en ce qui concerne la liberté. Et donc, la liberté individuelle est l'un de ces balises-là. Mais lorsqu'on voit un pouvoir commencer à arrêter ces journalistes, je crois qu'il faut déjà crier au danger qu'on guette. Parce que la Constitution, je l'ai dit, a mis des balises pour ce qui est un état de droit. La liberté d'expression est un de ces socles de cet état de droit. Et la Constitution a fait en sorte que le journaliste bénéficie de 2 protections. D'abord de la liberté d'expression et de l'agent principal de cette liberté d'expression. Et je l'ai dit la fois passée, quand un journaliste a commis un délit de presse, il y a, la Constitution le prévoit, 2 niveaux de sanctions. Il y a le tribunal des pairs. Non. Le tribunal de pairs, c'est en 2e ressort. Il y a d'abord le droit de réponse et le tribunal de pairs. Et quand le journaliste est
j'allais dire, enlevé, il est appréhendé et mis en prison, c'est déjà anticonstitutionnel. Vous savez, le code de procédure pénale en République démocratique du Congo a prévu les conditions d'une arrestation. L'arrestation immédiate ne vaut que quand il y a flagrance, oui. et lorsqu'il y a danger public. Tout le reste des cas, la Constitution prévoit la liberté de mouvement pour celui qui a commis une infraction. Parce qu'on sait l'identifier. Le code de procédure pénale prévoit que lorsqu'on ne sait pas identifier une personne, on peut l'arrêter immédiatement. Mais lorsqu'on sait où la personne habite, on convoque la personne. Et ce qui est plus grave, on ne l'a pas évoqué ici, la vieille dame de 69 ans qui habite Tsangou, qui a été arrêtée, la vieille dame qu'on appelle Maman Marie, Unité Salité. Union Salité. Oui, Union Salité. Union Salité, qu'on a arrêtée chez elle à 4 h du matin par un état de droit. On l'arrête d'abord chez elle. C'est qu'on sait où elle habite, alors qu'on pouvait la convoquer pour qu'elle s'explique de ce qu'elle a dit. Et vous voyez, non, la régression... Elle avait dit quoi? Mais elle a parlé de... Il y a eu un problème de spoliation d'un périmètre de catholiques par la famille Niakeru, et la dame s'est prise carrément à Niakeru, l'épouse, alors que c'est l'ambassadeur qui a spolié. Mais évidemment, on va chuter. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. L'état de droit, une fois de plus, nous sommes plus ou moins tous d'accord pour dire qu'il y a eu pas d'avancement, on va dire qu'il y a même eu de la régression. Il y a quand même un frémissement. Un frémissement. Mais bon, j'ai quand même une pensée pour toutes ces personnes, parce que là on a cité des gens qui ont été appréhendés, mais qui sont des personnalités publiques, ou bien qui ont porté atteinte à des personnalités publiques. Mais j'ai une pensée pour toutes ces autres personnes qui sont arrêtées, appréhendées, qui sont dans les geôles de l'ANER, des prisons, dans les communes, etc., dont on ne parle pas, qui ne voient pas, qui n'ont même pas d'avocat, dont parfois les familles n'ont pas la possibilité de venir les voir, et qui croupissent ainsi. J'ai une pensée pour toutes ces personnes, ces justiciables, à qui on ne donne pas raison alors qu'ils sont dans leurs droits, parce que tel ou tel a corrompu un juge ou un homme politique pour faire des interventions. C'est pour ça que nous appelons tous à ce qu'on arrive à un état de droit où la justice reste aveugle, mais tranche selon l'équité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous pour cette revue bimensuelle jusqu'à l'horizon 2023, celle du cycle électoral que nous attendons et que nous appelons de tous nos voeux. La question du Rwanda, les rapports entre le Rwanda et le Congo, nous allons y revenir de toutes les façons, de manière beaucoup plus profonde, je pense, pour la prochaine fois, et proposer des solutions selon notre point de vue, et bien sûr l'état de droit, puisqu'il faut que l'État puisse prendre sa place pour qu'enfin les missions des Nations Unies puissent s'achever et prendre fin pour que l'État puisse assumer ses responsabilités. Nous vous remercions encore, je remercie l'équipe technique qui nous a permis de diffuser cet entretien, ce débat. Je remercie évidemment les panélistes que nous avons ici. Si jamais des gens sont intéressés pour venir participer, ils sont les bienvenus. Il suffit de contacter les réputés journalistes qui sont à ma gauche. Voilà, merci beaucoup et que la paix soit avec vous.